Bien, bonjour à tous, bienvenue, alors si ça fonctionne, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier des outils numériques pour faciliter une réorganisation. Donc nous avons le plaisir d'avoir à cet atelier Christelle Rougebief, que je vais à qui je vais céder le micro pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Christelle Rougebief, je suis directrice régionale de la région Centre-Ouest au sein de GRDF. Donc GRDF, en quelques mots, c'est le principal distributeur de gaz en France. Nous avons une mission de construire, exploiter, maintenir le réseau d'amener du gaz dans les communes et d'acheminer le gaz. Alors ensuite, nous avons Vincent Pujos, design associé de la société Sensipod, donc qui va se présenter également. Bonjour à tous. Donc Sensipod est une agence d'innovation par le design. Donc on accompagne des collectivités, des entreprises, des startups sur leurs projets de structuration de démarches d'innovation et puis sur des projets concrets d'innovation. Donc là, on va accompagner les équipes à accélérer ces projets. Et le rapport au digital aujourd'hui, c'est qu'on va effectivement les accompagner sur l'intégration du digital dans leurs activités et effectivement passer d'entreprises avec activités traditionnelles à des entreprises qui utilisent le digital comme au cœur de leur stratégie. Et ça fait 14 ans qu'on est sur Nantes. Donc merci à Christelle et à Vincent. Donc je vais me présenter, Astrid Chenard. Donc, je suis directrice marketing et en charge également de l'offre de services et de l'apprentissage d'AGFOS PME, qui est donc un organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle, donc OPCA, ainsi que de l'apprentissage. Et depuis le 1er janvier, nous sommes devenus, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, opérateurs de compétences, OPCO. Une variante donc, de ce que nous étions, avec des nouvelles responsabilités, notamment au niveau de l'apprentissage. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale à travers des offres que l'on met à disposition, donc des 300 000 entreprises adhérentes à AGFOS PME, notamment des offres de type Smart PME qui permettent justement, en fonction du niveau de maturité de cette transformation digitale, d'accompagner donc, les entreprises dans leurs projets. Également une offre d'éditeurs de logiciels dans le cadre de la mise en place d'outils de gestion de l'information pour les fonctions DRH. Et également, nous avons assuré chez AGFOS PME notre propre transformation digitale avec la mise en place notamment de l'outil que certains doivent connaître, l'outil Salesforce, en cœur de métier et également comme outil de CRM. Donc voilà, avant de passer la parole à Christelle, je dois vous parler de l'outil que l'on met à votre disposition, que vous pourrez utiliser tout au long de l'atelier. Il s'agit de l'outil EVAL, eval.fr. Vous pouvez vous connecter depuis votre smartphone ou depuis votre PC ou tablette. Vous téléchargez donc depuis le navigateur eval.fr. Vous arrivez sur un premier écran. Vous saisissez le code DC19, alors que ce soit en majuscule ou en minuscule, peu importe. Ensuite, vous cliquez sur Atelier et vous trouverez facilement l'atelier dans lequel nous sommes actuellement. Et vous pourrez vous poser vos questions donc, tout au long de l'atelier. Alors, n'hésitez pas parce que les questions sont anonymes et nous y répondrons en fin de session. Et en fin de session, vous aurez également la possibilité de continuer les échanges et également de poser des questions ou intervenir sur ces sujets dans le bocal qui est mis à disposition pas très loin d'ici. Voilà, donc nous allons démarrer tout de suite avec une première question à Christelle. Christelle, quel a été le périmètre de la transformation digitale pour GRDF et quels ont été vos enjeux ? Alors, avant de parler peut-être de la transformation digitale, je souhaitais vous rappeler le contexte un peu plus global dans lequel cette transformation s'est passée. Nous avons lancé en 2015 un grand projet de réorganisation au sein de GRDF auprès de nos équipes techniques. Pour faire très concret, ce sont les petits hommes bleus que vous voyez encore aujourd'hui sur le terrain venir faire le relevé de votre compteur
de temps en temps, venir chez vous lors de déménagement ou d'emménagement. En tout, pour une entreprise comme GRDF de 11 000 salariés, c'est 5 000 techniciens sur le terrain dont on parle. Donc 2015, une grande réorganisation, un grand projet de réorganisation qui a visé partout en France à fusionner deux types d'équipes de techniciens, des techniciens qui étaient plutôt d'une culture de l'exploitation et de la maintenance d'ouvrages, qui étaient en plus d'une activité 100% gazière, et d'autres types d'équipes qui étaient plutôt, eux, d'une culture clientèle, ceux qui intervenaient chez les clients finaux, les particuliers, les entreprises. Deux types d'équipes avec une culture digitale très différente. Alors, quand on parle de digital, ce n'était pas il y a si longtemps que ça, 2015. On était à l'époque sur une digitalisation via les PDA. Ça parlera, j'imagine, à certains d'entre vous. Donc, des PDA, c'est des gros smartphones qui ne sont pas des smartphones et qui sont spécialisés dans des outils, des applications métiers. Là, les applications métiers du technicien, c'est voilà mon bon d'intervention pour intervenir sur le réseau ou chez un client. Je peux saisir ce que je viens d'y faire. Je clôture mon bon d'intervention et ça remonte dans les outils internes de l'entreprise de type ERP, donc des outils d'infrastructure très très durs qui existaient dans l'entreprise depuis, pour les plus vieux, depuis 50 ans. Donc fusion de ces équipes, et une question s'est posée à nous, c'est comment on outille le technicien de demain qui va faire l'ensemble des activités, exploitation, maintenance, clientèle, voire activités d'urgence, alors qu'il venait de deux mondes différents, de deux types de PDA différents, avec des applications métiers différents, une entreprise, je dirais une problématique que l'on a dans un certain nombre d'entreprises qui sont comme ça cloisonnées avec des services très différents, qui ont vécu leur maturité informatique en silo. Le choix qu'on a fait a été d'utiliser le digital comme vecteur de cette transformation organisationnelle, en faisant le choix non pas de choisir le PDA de telle équipe ou telle équipe, ça aurait fait des jaloux, mais de repartir sur un outillage nouveau du technicien qu'on a souhaité être moderne. Et donc, on a fait le choix de passer sur une tablette, avec une tablette qui rentrait dans la poche du technicien, qui a en permanence un vêtement spécifique pour son activité, et en complément de cette tablette, de le doter d'un smartphone, là où un certain nombre de techniciens étaient encore sur le Nokia à titre professionnel, même s'ils avaient le dernier iPhone ou le dernier Samsung à titre personnel. Donc on n'était pas dans une dotation informatique de nos techniciens sur le terrain qui était forcément très valorisante. Voilà, donc un choix très fort de profiter de ce changement d'outillage informatique pour accompagner cette transformation et marquer la fusion des deux types d'équipes. Très bien. Donc nous avons compris la raison de cette démarche, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous y êtes pris ? Alors, on s'y est pris assez différemment de tous les projets qu'on avait menés par le passé. Là aussi, lié à cette grande réorganisation, on avait évidemment un enjeu de conduite du changement auprès de nos 5000 techniciens qui était très très fort. Chacun devant faire le deuil finalement de son métier passé, un peu spécialisé, de son outillage passé qui ne marchait pas si mal que ça. Et donc, dès le début du projet, on a fait le choix d'intégrer la dimension utilisateur de manière très forte au projet. Très concrètement, dès 2015, donc très en amont du projet, on a créé un groupe de futurs utilisateurs, un groupe miroir de techniciens en provenance de toute la France, en provenance des deux types de métiers passés, et en ayant un panel des différentes classes d'âge de l'entreprise parmi ces équipes. Alors, classe d'âge et maturité digitale, parce que les deux ne sont pas forcément liés. Et ce groupe de techniciens a accompagné le projet
dans des ateliers de design, dans des ateliers de recettes d'application, dans des ateliers de tests de tablettes pour choisir laquelle on allait prendre, de tests de matériel annexe aux tablettes, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement la tablette, il s'agit aussi de pouvoir être en autonomie sur le terrain, de pouvoir l'installer dans un véhicule de technique, pouvoir l'utiliser au bureau, etc., etc. Et donc, ce groupe de techniciens nous a accompagnés tout au long du projet pour que très rapidement, puisqu'on avait quand même un enjeu de temps, on puisse porter cette conduite du changement et être très près des besoins futurs des techniciens. Vous aviez évoqué 3 applications, il me semble, lorsqu'on avait commencé à parler de cet enjeu de transformation digitale. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Dans l'enjeu de rapidité que l'on avait, on avait le besoin de transformer 3 applications majeures. L'application qui servait aux techniciens plutôt orientés clientèle sur leur PDA à eux. Une application très ancienne, elle était basée, même si elle était sur PDA, elle est toujours basée sur un système informatique hard qui a plus de 50 ans. Donc une utilisation en PDA très lourde avec des nombreux écrans, jusqu'à une dizaine d'écrans pour certains bons d'intervention. Une application plutôt liée à la maintenance de nos ouvrages, qui était un peu plus récente, et une application, elle, un peu plus récente aussi, et qui fonctionnait à moitié en temps réel pour tout ce qui était urgence. Et ces 3 applications ayant été conçues pour des PDA, on avait le sujet de les passer sur tablette, parce qu'il n'était évidemment pas question d'avoir une belle tablette, alors ce n'est pas les grandes, c'est les petites qui rentrent dans la poche, mais juste une interface homme-machine qui ressemble à un PDA. Donc, un de nos enjeux a été effectivement de passer l'interface homme-machine, et rien que ça, sur tablette, en utilisant aussi tous les bénéfices de la tablette. L'appareil photo, le fait que ce soit tactile, et en facilitant le plus possible la montée en compétence sur ces nouvelles applications, en tout cas ce nouveau design d'IHM, pour que la formation de techniciens qui connaissaient le métier, qui connaissaient l'application en termes de métier, ce qu'il fallait saisir, etc., puisse passer sur un format tablette le plus rapidement possible, avec le minimum de temps de prise en main de la tablette, de formation. Là aussi, quand on doit déployer rapidement, et le déploiement a duré un peu moins d'1 an, auprès de 5000 techniciens, ce genre d'outils, on a un enjeu de mettre les besoins et les ressources de formation au strict nécessaire pour que ce soit efficace, évidemment, mais nécessaire aussi pour la rapidité. Alors vous avez évoqué IHM, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, c'est Interface Homme-Machine. Bon, je le signale. Est-ce que Vincent voulait réagir peut-être sur ce qui a été dit à l'instant ? Alors oui, je vais juste rebondir sur un point qui me semble important. C'est vrai que quand on rencontre des clients, souvent ils sont freinés par des technologies, des systèmes d'information qui sont un peu anciens et sur lesquels ils n'osent pas trop toucher parce qu'ils se disent si je débranche là, si je refonds l'ensemble, je pars pour un projet de 3-5 ans et on ne sait pas où ça va arriver. Et puis si j'y touche, j'ai peur que ça explose. Voilà, il n'y a plus personne qui maîtrise les compétences et donc c'est souvent un frein. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des stratégies de contournement où effectivement on va développer des micro-applications autonomes qui vont communiquer avec ces systèmes d'information et progressivement, on va essayer de le remplacer. Alors ça, c'est des stratégies qui sont beaucoup opérées effectivement dans la banque où là, on a des systèmes d'information. Vous parliez de technologies qui ont 50 ans, effectivement, avec des langages que plus personne quasiment ne maîtrise. Ça devient compliqué d'agir dessus et il ne faut pas que ça entrave l'agilité et notre liberté, effectivement, d'accompagner les équipes dans l'innovation, métier. Voilà. Donc, effectivement, de changer un peu notre cerveau en disant voilà, la réponse, elle n'est pas forcément de toucher au cœur du problème, mais de le contourner en développant des petites solutions autonomes qui vont remplacer progressivement les usages. Je pense que c'est un point important à avoir dans la tête.
Alors si je reviens à vous, Christelle, par rapport à ce projet, qui était, comme on l'a vu, 5000 personnes étaient donc concernées. Vincent a commencé à parler de freins. Est-ce que vous-même, vous en avez rencontré et quels sont les écueils à éviter dans ce type de projet qui sont quand même très importants? Alors, des freins, évidemment, il y en a. Je ne les aborderai pas tous. Un que je voudrais évoquer, parce que c'est un qu'on avait un peu négligé au démarrage du projet, en tout cas dans sa phase de pilote, puisqu'on est passé par 2 phases de déploiement. Une phase pilote qui a concerné, je vais dire, 8 territoires en France. Et puis ensuite, on est passé aux 5000 techniciens. Donc, en gros, on est passé de 500 d'abord et ensuite, on est passé à 5000 une fois rodés les process de déploiement, justement. Un des points qu'on avait sous-estimé, c'est le temps nécessaire à la logistique de déploiement, qui a beaucoup mis à contribution les managers dans les équipes, même si notre DSI, notre direction des systèmes informatiques, avait préparé les tablettes comme il le fallait, avait tout un tas de process. Finalement, quand on déploie en masse des nouveaux outils de ce type-là, on se rend compte qu'il y a toujours un taux de défaillance, la tablette qui ne marche pas, le Windows qui ne démarche pas, puisqu'on avait choisi Windows, des problèmes de batterie, etc. etc. Et des déploiements en masse, ça prend du temps. Et en ce qui nous concerne, ça prenait du temps de managers, des managers qui avaient dans le même temps à gérer une transformation organisationnelle, une transformation culturelle. Et donc ce point-là, on l'avait plutôt négligé dans la phase pilote et on a dû le renforcer dans la phase de déploiement généralisé. Jamais assez, et on se rend compte que ce sujet reste un problème. L'autre frein que l'on a eu, qui a plutôt été un frein que je qualifierais de culturel, oui c'est ça, c'est en termes de projet national et puis dans les projets en région, puisque notre projet national était passé par 8 projets en région. En termes de conduite du changement, on était plein d'enthousiasme sur le fait d'amener ces nouvelles technologies à nos techniciens. On parlait dans nos communications du technicien 2.0. Plutôt pour dire, là où certains, je le disais tout à l'heure, à titre personnel, avaient chez eux des outils dernier cri, et nous, professionnellement, on les dotait de PDA et de Nokia. J'ai rien contre les Nokia, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui en utilise. On avait cet écart finalement de valorisation de l'outillage. Donc on a été plutôt très proactif à dire, voilà, on passe à une étape, vous serez les techniciens 2.0, 3.0. Et on a eu une partie des salariés qui se sont finalement un peu rebellés contre cette appellation en disant, mais nous, on ne veut pas être des Robocop, on n'est pas Google, on n'est pas une entreprise informatique. Notre métier, notre professionnalisme, c'est l'intervention gazière et tout ça. Alors oui, on veut les meilleurs outils du monde, mais on ne veut pas être qualifié de technicien 3.0. Là aussi, heureusement, on passait par une phase pilote, donc on a finalement amoindri la communication sur ce sujet-là pour qu'elle parle à tout le monde. Et c'est bien ça le point, c'est qu'il fallait que ça parle à tous, ceux qui étaient peut-être moins à l'aise avec l'outil, les nouveaux outillages, et ceux qui étaient très à l'aise. Et quels ont été donc les bénéfices pour les utilisateurs ? Alors, le bénéfice premier était que ce soit un catalyseur de la fusion des 2 types d'équipes. Ça a été un pari réussi. Alors, notamment rien que par les applications et le design choisi des applications, puisque quand on les a retravaillées avec les techniciens, on a pris les mêmes codes de design pour l'ensemble des applications. Il y avait juste une couleur. Il y a juste une couleur qui matérialise le fait qu'on est dans un des mondes de l'ancien monde. Et donc aujourd'hui, ça n'apparaît plus du tout, finalement, cette différence. Et un nouveau salarié qui est embauché dans nos équipes, lui ne sait pas du tout, ne voit pas, n'a pas de visualisation sur ce qu'était le monde d'avant. Ce que j'évoquerai en plus en termes de clé de réussite, c'est que finalement, d'amener ce genre d'outils a fait petit à petit germer une graine autour du digital.
Alors, ce n'est pas flagrant, ce n'est pas un changement qui s'opère du jour au lendemain, mais aujourd'hui, on voit, grâce à la mise en place de ces outils, que certains techniciens, et je dis bien des techniciens, je ne parle pas de managers, se sentent libres finalement d'inventer des nouvelles applications, d'inventer des nouveaux usages qu'ils pourraient avoir sur leur tablette ou leur smartphone pour faciliter leur travail. Et donc, tous les ans, alors on a, comme d'autres entreprises, un challenge innovation. Tous les ans, on a des nombreuses innovations qui remontent digitales sur ce métier de technicien et qui utilisent les bénéfices d'avoir ce type d'outils, la photo, le tactile, etc. Et ça, c'est nouveau parce que, évidemment, sur les outils que l'on avait auparavant, ce n'était pas possible. Alors, ce n'est pas juste parce qu'il y a les outils, c'est aussi parce que l'on met dans l'entreprise en place un écosystème qui permet ça, et on a un certain nombre de compétences digitales, y compris des équipes, une Digital Factory au niveau national qui sait développer très vite des applications quand il y a une idée. Mais voilà, la graine a pris et est en train de se développer petit à petit. Et finalement, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui sont en train de définir quelles sont les applications qui pourraient les aider dans leur métier de tous les jours. Merci Christelle pour ce retour d'expérience sur ce projet chez GRDF. Je vais passer la parole à Vincent. Vincent, vous accompagnez des entreprises dans leur transformation digitale et vous avez quelques exemples sur lesquels vous souhaitez partager donc, avec les personnes présentes. Oui, je voulais rebondir effectivement sur différents points. Alors, le premier point, effectivement, sur le Robocop. C'est vrai qu'on a tendance à prendre le digital parfois comme une fin en soi. Et effectivement, quand on implique les collaborateurs et qu'on leur demande, dans le cadre de votre transformation, l'accompagnement au changement, certains nous disent dès le début, les MOOC, la formation à distance, c'est pas pour moi. Moi, j'ai envie d'avoir une notice papier avec les nouvelles règles, avec un pense-bête, parce que quand j'ai un client en face de moi, j'ai pas le temps d'aller fouiller dans un ordinateur. Je préfère avoir mes pense-bêtes. Voilà. Il y en a d'autres qui nous disent, moi, je préfère des formations présentielles, parce que tout simplement, c'est naturel, c'est humain. Se dire, j'ai envie de me retrouver avec mes collègues, passer une journée, sortir du bureau, et puis me faire former tranquillement, parce que quand je travaille, par exemple, dans la banque, quand je travaille en agence de voyage, je ne peux pas m'accorder 20 minutes parce qu'il y a toujours des clients qui viennent et il y a beaucoup d'interruptions de tâches. Donc ça, c'est un point important, c'est que le digital, oui, mais il faut être capable aussi de concevoir des parcours et une expérience en fait, utilisateur de la conduite du changement. Donc ça veut dire quel est le parcours de conduite du changement, quelles sont les différentes étapes, comment je suis capable de faire du teasing en amont et comment je suis capable d'accompagner les différents on va dire persona pour utiliser un vocabulaire du jargon de notre métier, mais les différentes typologies d'utilisateurs. Et puis, donc ça m'amène à dire qu'effectivement, le digital reste un outil au service d'être plus efficace, d'avoir plus de bonheur au travail, de mieux collaborer avec mes collaborateurs. Et puis le dernier point, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit sur les collaborateurs deviennent des innovateurs. Effectivement, c'est le cercle vertueux. C'est-à-dire que quand vous intégrez des collaborateurs, des utilisateurs, des clients sur des projets concrets, pas simplement sur du brainstorming, mais vraiment sur des projets concrets, c'est un cercle vertueux parce qu'à partir du moment où eux en tirent un bénéfice final, parce qu'on a amélioré leurs conditions de travail, on a amélioré ou on a valorisé simplement leur travail, ils vont rendre réellement l'appareil en s'investissant dans des projets. Et nous, ça nous arrive très concrètement d'aller sur le terrain, des clients qui sortent des plans cotés en disant « j'ai réfléchi à ça l'autre soir quand j'étais à l'hôtel, je vous donne ce produit-là, si vous pouvez le développer avec plaisir ». Donc on s'aperçoit que c'est vraiment vertueux et il s'agit après d'impliquer effectivement les équipes marketing et commerciales dans comment je suis capable d'animer sur le long terme ces cercles et d'en faire vraie puissance pour l'entreprise. Vous souhaitiez partager également l'exemple de la société Leclerc. Oui, alors c'est vrai que c'est l'exemple, mais du coup, j'avais pas donné le nom, mais effectivement, on accompagne en ce moment une équipe sur la transformation, le changement d'un des logiciels métiers.
il y a 400 collaborateurs qu'il va falloir former. Donc, effectivement, ça nécessite de se poser la question, vous parliez très pratico-pratique du déploiement, c'est est-ce que les salles vont être disponibles, les salles de formation? Donc, il faut les réserver souvent 1 an à l'avance pour être sûr que sur l'ensemble du territoire, je vais avoir des conditions qui vont permettre réellement d'opérer cette conduite du changement. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de travailler sur cette expérience utilisateur, ou en tout cas de concevoir vraiment cette conduite du changement comme un service que vous allez rendre à vos collaborateurs, et donc avec toutes les étapes, à la fois les moyens dont je vais avoir besoin, mais aussi le processus, les différentes étapes. Et là, pour l'instant, par exemple, ce qu'on a défini, c'est clairement qu'il allait falloir faire du teasing, mais pas trop, et qu'il y avait une première étape 1 mois avant le déploiement, où on va devoir effectivement former tout le monde, donc 400 collaborateurs pendant 1 mois. Donc vous imaginez la logistique, c'est tout de suite assez complexe, mais qu'on soit 5 ou, bon, je le vis dans notre propre entreprise, on est 8, placer une formation d'une journée pour 8 collaborateurs, c'est compliqué, il faut s'y prendre à l'avance. Et effectivement, une fois qu'il y a le déploiement, il faut qu'il y ait des équipes qui soient présentes au quotidien pour accompagner et rassurer les collaborateurs s'ils ont une question, s'ils sont bloqués, pour pouvoir les prendre en charge. Donc imaginez tout ça, trouver les bonnes solutions adaptées, et effectivement des solutions digitales, mais aussi des solutions qui sont parfois incarnées avec les bonnes pratiques qui vont pouvoir sortir, poser sur leur bureau, et voilà. Et il ne faut pas avoir honte d'imprimer 2 pages, 2 pages A4 qui vont permettre d'être serein et d'accompagner cette transition. Je vous remercie à tous les deux. On va peut-être passer à la séquence questions-réponses. J'espère que vous en avez pour pouvoir approfondir éventuellement des thématiques qui n'auraient pas été évoquées. Bien. Bonjour à tous, donc Sylvain de chez Evals. Alors, vous n'avez pas posé beaucoup de questions, donc vous avez dû être très clair, c'est ce qu'on va en déduire. Alors pour autant, rien ne vous empêche de continuer à en poser pendant que je m'exprime. D'une part, je pourrais éventuellement peut-être les voir, et où elles pourront servir à l'atelier qui se poursuit derrière. Je transmettrai les questions que vous poserez à la personne qui animera l'atelier Flashball qui suit. Alors, Flashball, c'était pas mal ça. Fishball, pardon, désolé pour le lapsus. Alors, qui a piloté ce projet? On nous a posé comme question. Sont-ce plutôt des gens de l'IT, des gens de la RH, des gens des métiers, les deux, les trois? Alors, le pilotage du projet en tant que tel, la direction du projet a été confiée à la direction relations clientèle, et plus précisément une entité qui venait de se créer, qui était la délégation expérience client. Alors pourquoi? Parce que derrière le projet de réorganisation plus global, le sujet était de retravailler finalement l'offre de services techniques auprès des différents clients. Donc l'ensemble du projet dans toutes ses composantes était piloté par la direction relations clients. Après, évidemment, dans ces différentes composantes, c'est un programme d'ailleurs, je devrais dire, qui a associé à peu près tous les métiers de l'entreprise. La direction des systèmes d'information, en miroir de cette direction un peu plus métier, avait ouvert un grand programme qui se poursuit d'ailleurs, puisque on continue, même après la réorganisation, à avoir un certain nombre d'outils qui évoluent et qui arrivent pour rendre de nouveaux usages aux utilisateurs, aux techniciens. Il y avait la direction des ressources humaines, évidemment. Je ne l'ai pas dit, alors c'était d'ailleurs ni des freins ni des réussites, en tout cas ça faisait partie du process, mais dans une entreprise comme GRDF, un des gros sujets de ce genre de transformation, y compris sur la partie système d'information, et la relation avec les organisations syndicales, qui sur le sujet spécifique d'ailleurs du système d'information, s'est plutôt bien passé, là aussi avec une intégration très tôt de ces parties prenantes, à qui on a montré en avant-première, avant même n'importe quelles instances représentatives du personnel, les outils qu'on voulait utiliser, les accessoires qui allaient être mis à disposition, comment un technicien allait se retrouver dans sa voiture avec sa tablette et ses bons d'intervention, etc., etc. Donc
Oui, un projet très très transverse, mais piloté par le métier à l'origine. Alors, plusieurs questions qui se combinent, c'est notamment sur les moyens et la façon dont vous y êtes pris. Est-ce que vous avez eu recours à des ressources extérieures, style SS2I, etc., pour vous accompagner dans cette transformation, ou est-ce que vous avez fait principalement avec des ressources internes? Et du coup, une question qui est peut-être assez liée, quel budget pour former 5000 personnes? Et question complémentaire, comme ça vous aurez tout le package, pouvait-il s'auto-former? Du e-learning? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça qui font aussi partie de la transformation digitale quelque part, que vous avez eu-même utilisé pendant le process, quoi? Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions, sauf le budget en millions d'euros, parce que je ne l'ai pas. En millions d'euros, on a bien compris. Alors, pour peut-être la formation, commencer par ça. Non, je vais commencer d'abord par les ressources. Les ressources, ça a été un mixte. On a fait appel dans le projet à de la consultance externe, d'abord en amont véritablement de la partie informatique. On a passé, en même temps qu'on commençait des ateliers expérience utilisateur, donc expérience technicien, on a rencontré beaucoup d'entreprises par des consultants et à qui on demandait beaucoup de benchmarks sur ce genre de grands programmes pour voir comment ces entreprises qui nous ressemblaient, on n'allait pas chercher évidemment des entreprises beaucoup plus petites parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques, comment ces entreprises s'y prenaient pour porter, pour piloter ce genre de grands programmes. Pour ne pas les citer, on a rencontré SNCF, on a rencontré Otis, on a rencontré Aéroport de Paris, on a rencontré tout un tas d'entreprises, voilà, pour se rendre compte un petit peu de comment les autres s'y prenaient également. Et sur ces parties-là, on a fait effectivement appel à de la consultance. On a fait appel à de la consultance après pour animer les ateliers de design avec les techniciens, parce qu'on n'a pas de compétences, on n'avait pas de compétences à l'époque sur ce genre de sujet. Après, pour les développements en tant que tels, on a une direction des systèmes d'information qui est assez grosse à GRDF, parce qu'on a de nombreux métiers qui portent là-dessus, avec un mixte de ressources internes et externes. Donc là, on est sur des objets un peu classiques. Le budget... la question du budget était particulièrement sur le sujet de la formation. Le process de formation qu'on a retenu a été effectivement un process en physique. Alors pourquoi en physique? En physique, d'une part, et à la maille des équipes au sens managérial, même plus précisément à la maille des sites sur lesquels on déployait, parce que c'est bien de former. Alors, on ne cherchait pas à former à l'application métier, les gens connaissaient leur métier avant, mais à la prise en main d'une tablette, au nouveau design de ces applications. Et donc, on voulait absolument que ça prenne par équipe, par site technique, quitte à rassembler un ou deux sites de temps en temps, avec la conviction que le jour de la formation, ce n'était pas fini. Il y avait la vie qui continuait après, et il fallait que finalement, entre eux, il se rend compte de celui qui était à l'aise avec une tablette parce qu'il en avait toujours fait chez lui et il connaissait l'application, et que finalement il y a une forme d'entraide qui se crée entre les techniciens eux-mêmes sur cette montée en compétence, cette montée en puissance sur comment on utilise une tablette. Et ça a plutôt bien marché. Alors le budget, il n'a pas été... Enfin, c'est surtout un budget de temps passé, puisque alors, on a été accompagné là aussi pour créer le contenu des journées de formation. En phase pilote, on était sur 2 jours de prise en main. Et comme ça marchait bien, ce système qu'on avait retenu, en phase de déploiement généralisé, on est passé sur 1 jour de prise en main et ensuite un support utilisateur à la hauteur. Donc on était surtout sur du temps dégagé de techniciens. Voilà, donc vous comptez 5000 techniciens fois une journée. Ça coûte un peu. Mais c'est un bel investissement. Parce qu'aujourd'hui, les applications sont utilisées par 98% de nos salariés. Donc, vous avez répondu à une autre question qui était posée indirectement, qui était comment avez-vous formé tous les techniciens, notamment les moins matures au digital,
qui forcément, eh bien, voilà, le complément, les uns aident les autres. Donc c'est une façon, en effet. Alors, vous avez parlé de budget. Alors, il y a quand même une question, je suis obligé de vous la poser. Au-delà du confort que vous avez apporté à vos collaborateurs, les nouveaux outils ont-ils amené également plus de productivité sur le terrain, plus de service au client final? Alors, le service est indirect, puisque c'est pas on est sur des gestes techniques, on n'est pas sur des forces commerciales. Nos commerciaux ont des tablettes aussi, mais qui répondent à d'autres enjeux. Oui, on a un service qui est supérieur, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de traçabilité qu'avant. On a eu un taux de passage par les applications qui s'est élevé, notamment dans les populations qui venaient plutôt de la maintenance, qui avaient moins cette culture du bon d'intervention rempli et de la traçabilité. Et ça, c'est forcément des gains derrière de productivité, de fiabilité de données pour les clients de manière indirecte. Tout à fait. Alors, j'ai une question qui vient de tomber, là, il n'y a pas très longtemps. La personne va se reconnaître dans la salle. Quels critères, au pluriel, ou au singulier si vous n'en avez qu'un, ont permis de juger que le projet était une réussite? Alors, plusieurs. Le taux d'utilisation des tablettes, qui est un indicateur que l'on a suivi au fur et à mesure de la montée en charge. Est-ce qu'après la formation, dans les semaines qui venaient, finalement, les techniciens s'y mettaient, d'autant que pendant une première période, ils avaient encore accès à leur ancien PDA. Et c'est des indicateurs qui sont toujours suivis. Ensuite, on a très concrètement aussi mis en place une enquête de satisfaction utilisateur auprès de tous les techniciens par équipe, qui dans un premier temps était assez régulière. Je crois qu'elle était tous les 3 mois dans les premières phases du projet. Aujourd'hui, elle se détend un petit peu, mais on a suivi la satisfaction des utilisateurs. Alors, je crois qu'il ne faut pas que je prenne trop de temps. On s'approche de la fin ou pas? On peut encore prendre une question ou pas? Oui. Alors, question. Comment avez-vous motivé les référents métiers sur la durée? Ça, c'est une question dure. Il n'y a pas que des faciles quand même. Ou alors, bon, je peux vous prendre facile. Non. Les motiver les référents métiers. Comment je peux répondre à cette question? Peut-être, alors c'est pas une pirouette, c'est plutôt notre culture. Je vous ai évoqué ce qu'on a dû faire pour changer finalement d'outil, passer du PDA à la tablette. Après, on est une entreprise qui, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'embauche de nouveaux salariés. Dans nos centres de formation, on a des centres de formation internes, en fait, on forme au métier en même temps qu'à l'informatique liée au métier, pour que les gestes de traçabilité des données, traçabilité de notre patrimoine de données techniques, clients, etc., finalement fassent partie du professionnalisme, même si nos techniciens ne sont pas des Robocop. Donc finalement, je dirais que le fait d'avoir des référents métiers convaincus sur la durée est finalement assez évident, parce qu'on a cette imbrication très très forte de l'outil informatique comme partie prenante même du métier très technique. Voilà, ce sera une première réponse. Et après, il faudrait que je me creuse la cervelle pour aller plus loin. Alors, je propose de garder les quelques questions qui me restent pour le fameux atelier qui suit. Juste un petit commentaire. Bonne fête Vincent, a-t-on dit dans la salle. Donc, je ne pouvais pas la rater. C'est la fête à Vincent. C'est aujourd'hui. J'ai vérifié. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, je garde les questions. Bonne fête Vincent. Bonne fête Vincent. Voilà. Merci. Merci.